Instaurées par décret présidentiel en février 2018, les maisons de justice au Togo se présentent comme des structures judiciaires de proximité visant à rapprocher la justice des citoyens, particulièrement des populations vulnérables. Leur mission principale est d'offrir des solutions alternatives telles que la médiation et la conciliation pour résoudre les litiges du quotidien comme les conflits de voisinage ou les problèmes d'état civil. Depuis leur création, le réseau de ces structures n'a cessé de s'étendre. En septembre 2024, le gouvernement a annoncé la mise en place de 8 nouvelles maisons de justice, faisant passer leur nombre de 16 à 24. Récemment, 3 d'entre elles ont ouvert leurs portes à Djagblé, Ségbé et Aképe, témoignant de l'engagement continu des autorités à rendre la justice plus accessible. Ces maisons offrent des services gratuits et adaptés aux réalités culturelles locales. Elles participent ainsi à désengorger les tribunaux tout en favorisant la compréhension et la tolérance entre les citoyens, contribuant à la préservation du tissu social. En 2023, elles ont enregistré plus de 4500 saisines à travers le pays, illustrant leur rôle croissant dans le paysage judiciaire togolais. Cette expansion s'inscrit dans une dynamique nationale visant à renforcer l'accès à la justice et à répondre aux attentes des populations. Toutefois, le défi reste de pérenniser ces acquis et d'adapter les services aux besoins spécifiques de chaque région. Malgré les efforts considérables que déploie le Togo pour mettre un terme à la traite des personnes, le gouvernement togolais ne respecte pas encore pleinement les normes minimales pour l'élimination de la traite. C'est ce qu'on peut lire dans le nouveau rapport du département d'État américain sur la traite des personnes au cours de l'année 2024. Par rapport à la période de référence précédente, le Togo a fait preuve d'efforts considérables dans les poursuites pour traite de personnes en maintenant ses efforts globaux d'application des articles 317 à 320 du Code pénal érigeant en infraction la traite à des fins sexuelles et la traite de main-d'œuvre. Dans les détails, l'unité de lutte contre la traite des personnes du ministère de la Justice a ouvert durant la présente période 34 enquêtes, 14 pour la traite à des fins sexuelles et 20 pour la traite à des fins de main-d'œuvre. 20 enquêtes restées en suspens au cours de la période précédente ont été aussi poursuivies. Au total, 36 accusés ont été poursuivis, contrairement à 8 poursuites au cours de la période de référence précédente. Si l'on note que le Togo avait établi 3 accusations au cours de la période précédente, le Togo n'a cependant pas prononcé de condamnation sur les 36 accusés poursuivis. Selon les observateurs du département d'État américain, le gouvernement n'a fait état d'aucune enquête, poursuite ou condamnation d'employés du gouvernement complices de crimes de traite des êtres humains. Toutefois, la corruption et la complicité des autorités demeurent une préoccupation importante. Elle entrave l'action des forces de l'ordre, lit-on dans le rapport 2024 du département d'État américain sur la traite des personnes au Togo. Les maladies tropicales négligées MTN demeurent un enjeu de santé publique majeur en Afrique et le Togo n'échappe pas à cette réalité. Si les causes directes des MTN sont souvent infectieuses, les facteurs de risque associés, notamment les habitudes alimentaires et le mode de vie, contribuent à leur aggravation. L'enquête STEPS, réalisée sur toute l'étendue du territoire togolais de décembre 2021 à février 2022, met en lumière des comportements préoccupants comme l'ajout excessif de sel dans les repas. Selon les résultats, 12,8% des Togolais adultes ajoutaient régulièrement du sel ou de la sauce salée à leur plat juste avant ou pendant le repas. Ce comportement, plus courant chez les hommes que chez les femmes, tend à diminuer avec l'âge, la tranche des 45-69 ans étant la moins touchée. En moyenne, les Togolais consomment 9,3 grammes de sel par jour, soit presque le double des 5 grammes recommandés par l'Organisation mondiale de la santé OMS. Cette surconsommation augmente les risques d'hypertension artérielle, d'accidents vasculaires cérébraux, de maladies rénales et de troubles métaboliques. En contexte tropical, ces complications peuvent exacerber la vulnérabilité des populations face aux MTN, compromettant la lutte contre certains MTN, notamment celle aggravée par la rétention d'eau et l'hypertension, freinant aussi les efforts de prévention.
Limiter la consommation de sel est essentiel pour préserver sa santé. Chaque personne est invitée à repenser ses habitudes alimentaires en réduisant les ajouts de sel au repas. Cet effort, bien qu'individuel, peut avoir un impact collectif sur la prévention des maladies et sur l'amélioration durable de la santé publique au Togo. Quelques années après avoir ouvert ses portes à Lomé, l'hôpital de référence Dr Lafayette entame une mise en œuvre de sa politique de proximité. En effet, dans le but de mieux rapprocher les soins des populations, Dr Lafayette amorce une extension des services spécialisés. Ainsi, à partir du 6 janvier 2025, l'hôpital situé dans la ville de Kara ouvre une unité de dialyse afin de prendre en charge les patients souffrant d'insuffisance rénale sans qu'ils aient à se déplacer vers Lomé. Cette initiative vise à réduire les disparités dans l'accès aux soins spécialisés des patients de la région, notamment de la centrale et des savanes. Rappelons par ailleurs que le CHU Sylvanus Olympio de Lomé est le seul hôpital public disposant d'un service d'hémodialyse, mais sa capacité d'accueil est largement dépassée. Dans la région de la Kara, l'insuffisance rénale est la 6e cause de décès avec un taux de mortalité de 21,3%. Depuis le 1er janvier, le Ghana a adopté une politique de libre circulation en permettant à tous les citoyens du continent de se rendre dans le pays sans avoir besoin de visa à l'arrivée. Ce geste renforce l'intégration régionale et facilite les déplacements au sein du continent. Le Ghana rejoint ainsi les 4 autres États africains ayant déjà mis en place une telle mesure, à savoir le Rwanda, les Seychelles, la Gambie et le Bénin. Cette décision marque un pas important vers la promotion de la mobilité intra-africaine et de la coopération entre les États, conformément à l'objectif de la zone de libre-échange continentale africaine. Un projet phare visant à stimuler le commerce et l'intégration régionale en Afrique. Cependant, malgré les ambitions de la ZLECAf, certains pays africains semblent privilégier encore les accords au sein de blocs communautaires. Le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur coordonne les retours. Un premier contingent de 160 personnes a été rapatrié du Maroc ce mercredi via un vol affrété par Bamako. D'autres rotations doivent suivre. De jeunes hommes essentiellement qui faisaient partie des quelques 300 Maliens qui ont pris la mer en Mauritanie le 19 décembre. Ils avaient embarqué sur 3 bateaux direction l'Espagne. L'un d'eux a coulé près du Maroc. Et depuis, plus de 260 personnes, les survivants du naufrage et les autres, interceptés par la police, étaient retenus au Maroc et en Mauritanie. Ceux qui sont arrivés sont à Bamako. Chacun d'entre eux a reçu un appui de l'État, du gouvernement malien, une enveloppe symbolique qui les permet de rejoindre leur localité d'origine. Il y a beaucoup de voies, mais c'est la voie principale aujourd'hui par la Mauritanie qui prend un engouement certain pour les passeurs qui utilisent les embarcations de fortune, généralement les pirogues, les pinasses, etc. Cette famille ne pourra jamais enterrer Moussa, 20 ans. Il fait partie des 25 Maliens décédés dans ce naufrage. C'est toute la communauté soninké de la capitale qui est meurtrie, car 14 de ses victimes étaient originaires du même village de Marena, près de Caille, dans le sud-ouest du pays. Moussa Touré vivait ici chez son oncle et n'a rien dit de ses projets de départ. Notre grande surprise, donc on a pris la nouvelle que leur bâton a chaviré. Donc malheureusement, lui, il était parmi les victimes. C'est très triste aujourd'hui, vraiment, c'est très triste. C'est très triste parce qu'on ne pensait pas qu'il allait partir comme ça. Impossible d'avoir des chiffres sur le nombre de départs. Le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur explique lui avoir organisé 9000 retours volontaires en 2024. La plupart de ceux qui tentent de rejoindre l'Europe sont de jeunes hommes originaires de régions reculées, sans perspective ni emploi. Ousmane Diarra a été l'un d'entre eux. Il dirige depuis son retour une association pour venir en aide à ceux qui reviennent, souvent contraints.
C'est tout à fait difficile que ces migrants puissent atteindre sur une voie illégale la destination finale. Donc, l'État du Mali doit trouver les voies et moyens pour trouver les alternatives de réinsertion et l'intégration de tous ces jeunes pour qu'ils puissent éviter une migration clandestine. En novembre, l'histoire de 42 jeunes, eux aussi originaires de la région de Caille, qui avaient miraculeusement réussi à accoster en Espagne, avait eu beaucoup d'écho et donné probablement l'impulsion à beaucoup d'autres pour tenter leur chance. L'année 2025 a débuté avec une surprise venue d'ailleurs au Kenya. Un objet métallique de 500 kg s'est écrasé mercredi dans un village à l'est du pays. Pour l'agence spatiale, il s'agit probablement d'un fragment de fusée tombé de l'espace. Le major Aloy Sewer, responsable de l'agence, était sur les lieux. Il a tenu à calmer les inquiétudes des villageois. Nous pouvons confirmer que l'objet a été localisé et que les habitants de la région n'ont pas à s'inquiéter. Il s'agit d'une partie d'un objet spatial en forme d'anneau métallique, probablement issu d'un étage de séparation d'une fusée. Nous devons évaluer son impact sur la zone et identifier précisément l'objet spatial en question pour pouvoir appliquer les mécanismes juridiques prévus par le traité international sur l'espace extra-atmosphérique. À l'heure où les explorations spatiales deviennent de plus en plus fréquentes, les autorités kenyanes entendent bien faire valoir leurs droits. L'encombrement croissant de l'orbite terrestre est un enjeu global, avec des milliers de fragments menaçant la sécurité au sol et dans l'espace. Au Soudan, de nombreuses familles continuent de vivre dans l'angoisse, sans aucune nouvelle de leurs proches. Parmi elles, la famille d'Ahmed. Malgré 3 jours de recherche intense, aucune trace de son fils. Ahmed redoute le pire. La disparition de mon fils me remplit d'une douleur profonde. Chaque jour, j'espère avec tout mon cœur le revoir bientôt. Je rêve souvent de son retour à la maison, mais à mon réveil, il n'est pas là. Je continue de prier avec l'espoir de le retrouver très rapidement. De même, la famille de Mohamed Hassan a été cruellement marquée par le conflit. Son frère Ousmane Hassan a disparu au milieu des affrontements à Omdurman. Depuis ce jour, aucune nouvelle de lui n'est parvenue à sa famille. Je tiens dans mes bras le fils d'Ousmane, qui attend impatiemment le retour de son père. Il n'avait que 7 ans lorsqu'Ousmane a disparu. Bien qu'il soit encore un enfant et ne comprenne pas pleinement ce qui se passe, la perte soudaine de son père est une épreuve déchirante et profondément douloureuse pour quelqu'un d'aussi jeune. Malgré de nombreuses tentatives pour retrouver Ousmane, que ce soit par l'intermédiaire de ses proches ou des réseaux sociaux, sa famille n'a reçu aucune information fiable. Cependant, l'arrivée de la nouvelle année ravive un peu d'espoir. Nous espérons qu'avec la nouvelle année, les personnes disparues retrouveront le chemin de leur famille et que notre pays renouera avec la sécurité et la stabilité qu'il connaissait avant la guerre. Plus jamais de guerre. Je souhaite adresser un message aux 2 parties en conflit. Placer les intérêts du peuple soudanais au-dessus de tout, car c'est lui qui porte le poids de cette tragédie. Tout comme Mohamed Hassan, de nombreux Soudanais placent un énorme espoir dans cette année 2025, un espoir profond de voir enfin la paix revenir dans leur pays. Quoi de mieux pour démarrer l'année en beauté que de plonger? Organisée depuis 8 ans en Tunisie par la Fédération tunisienne du sport pour tous, la première plongée de l'an se déroulait pour cette édition 2025 sur la plage de La Goulette, à proximité de Tunis. Les bienfaits de la baignade dès le mois de septembre sont nombreux. Elle est bénéfique pour le corps et pour les femmes, la mer agit comme un véritable anti-âge.
L'événement a pour finalité de promouvoir les activités sportives pour tous et des valeurs citoyennes. Mais au-delà du rassemblement festif, s'immerger dans l'eau froide pendant au moins 20 secondes aurait de réels bienfaits pour la santé. Il y a de nombreux bienfaits, comme l'augmentation de la capacité respiratoire, un renforcement du système immunitaire en hiver, une meilleure protection contre les rhumatismes, mais également l'amélioration des conditions physiques. Ces pratiques sont d'ailleurs vivement conseillées. Des spectacles équestres mettant en valeur la tradition tunisienne, aux jeux pour enfants, en passant par des ateliers de sensibilisation à la santé. Pour le public, cette première baignade de l'année est un plébiscite. L'objectif est de profiter de plusieurs bienfaits en commençant le nouvel an avec une énergie positive, ce qui est bénéfique pour la santé de l'être humain. Tous les ingrédients sont là pour démarrer positivement la nouvelle année. Homs, la troisième ville de Syrie, est connue pour avoir été le bastion du soulèvement contre Bachar al-Assad et est parfois appelée la capitale de la révolution. Cette plaque tournante essentielle pour les ressources énergétiques a perdu son éclat d'antan depuis 2011. Khaled Saoul était un habitué des lieux. Notre quartier se trouvait près du marché. Au début de la noble révolution, un couvre-feu avait été instauré et personne ne pouvait sortir de chez lui. Nous étions donc contraints de nous faufiler d'un quartier à l'autre, d'une ruelle à l'autre, pour pouvoir sortir et aller chercher de la nourriture. Lorsque les manifestants ont quitté la mosquée Khalid bin al-Walid pour se diriger vers le marché, nous nous sommes retrouvés coincés au milieu des tirs croisés entre les milices du régime et les rebelles. Notre rue était envahie de miliciens. Après plus d'une décennie d'affrontements, cette ville stratégique au nord de Damas est tombée aux mains des rebelles début décembre. Et plus de 3500 prisonniers ont été libérés par les islamistes. En 2012, nous avons quitté ce quartier. La maison était comme une auberge pour la famille, un toit chargé d'histoire. J'espère que malgré tout ce qui s'est passé, nous pourrons un jour la restaurer. Autrefois animées, les rues de Homs sont désormais quasi désertes. Les cicatrices de la violence et de la guerre font partie intégrante du décor. Les bâtiments réduits en ruines racontent l'histoire de ce qui a été perdu.